C'est un livre référence, culte, un socle philosophique dans le combat aux côtés des animaux. L'un des ouvrages les plus influents du siècle qui oblige à une chose au moins, s'intéresser à la question animale, tenter de la comprendre et en débattre. La libération animale, justement, c'est son titre, un ouvrage paru pour la première fois en 1975, il y a près donc d'un demi-siècle, et réédité cette année aux éditions Payot dans une édition définitive. Ce livre est signé Peter Singer. Bonjour Peter Singer. Bonjour, je suis très heureux d'être ici. Et le plaisir est partagé, et un merci chaleureux à Robert Wolfenstein qui assure aujourd'hui l'interprétation de cet échange. Je disais, Peter Singer, vous êtes professeur de bioéthique à l'université de Princeton et vous avez fait paraître il y a près d'un demi-siècle cet ouvrage culte, La libération animale. Qu'est-ce qui vous a intéressé il y a 50 ans dans cette question de la libération animale? Pourquoi faire paraître un ouvrage alors que très très peu de monde s'y intéressait? Très juste à dire, moi-même, je ne m'y intéressais pas, en tout cas jusqu'à ce que je constate que mes propres idées sur la façon dont les animaux étaient traités étaient erronées. J'imaginais que les animaux vivaient tranquillement dans les prés, alors que non, la plupart des animaux d'élevage, en tout cas, sont enfermés dans des établissements où il y a très peu de marge de mouvement. La seule limite, disons, au surpeuplement, c'est qu'il fallait simplement que ces animaux survivent, il fallait qu'ils survivent au moindre coût. Alors quel a été l'élément déclencheur? D'où vient cette prise de conscience qui fait que vous avez souhaité prendre la plume et rédiger cet ouvrage majeur de philosophie éthique? À l'époque, j'étais étudiant en philosophie à Oxford et j'ai rencontré quelqu'un qui était végétarien. Ça, c'était dans les années 70, donc c'était assez inhabituel de rencontrer des végétariens en 1970 et c'est lui qui m'a parlé de cet élevage intensif, cette espèce d'usine à élevage. Et j'ai vu ce que les philosophes avaient dit par le passé sur le traitement des animaux, pourquoi on a le droit de se servir des animaux, et aucune de ces explications n'était vraiment convaincante. Aristote disait que ceux qui sont les moins rationnels vivent pour ceux qui le sont plus, mais c'est le même argument qui était utilisé pour justifier l'esclavage. Descartes, lui, disait que les animaux sonnent comme des horloges extrêmement complexes qui font des bruits mais ne sentent rien, ce qui était évidemment difficile à croire. Kant, pour sa part, disait que parce que ces animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes, ils ne sont pas des fins en soi, donc on peut les utiliser comme des moyens. Mais pourquoi les bébés non plus n'ont pas conscience d'eux-mêmes? Mais ça ne veut pas dire qu'on s'en sert comme des moyens à une autre fin. Donc il fallait repenser ces questions sur le statut moral des animaux d'une nouvelle façon. Et j'ai constaté que l'on ne peut simplement pas justifier l'idée que parce que les animaux ne sont pas humains, on peut se permettre de les utiliser comme on veut. Vous avez soulevé en une réponse énormément de questions. On va tenter de décortiquer ce propos, d'y revenir une à une. Mais commençons par le début. Vous avez un préfacier de renom dans cette nouvelle édition. Il s'appelle Yuval Noah Harari et il commence ainsi. Les animaux sont les principales victimes de l'histoire et le traitement des animaux domestiques dans les fermes industrielles est peut-être le pire crime de cette histoire. En 1975, ces affirmations auraient semblé ridicules lorsque Peter Singer publia pour la première fois La libération animale. Aujourd'hui, en grande partie grâce à l'impact de ce livre fondateur, un nombre croissant d'individus acceptent ces idées, les considèrent comme raisonnables ou du moins propres au débat. Fin de citation. Est-ce que selon vous, le chemin, une grande partie du chemin a été mené en 50 ans? J'aimerais bien que Yuval Noah Harari soit l'exemple de tout le monde. Ce qu'il dit est très, très encourageant, mais je ne pense pas que ce cheminement ait été fait. Peut-être qu'on reconnaît que les crimes contre l'humanité sont des crimes, on ne les met pas toujours sur un pied d'égalité avec les crimes contre les animaux. J'en ai parlé avec Harari il y a quelques jours lorsqu'il était à Londres, et il constate qu'il
il y a un grand nombre d'animaux qui non seulement sont tués, mais enfin on les prive de tout bien-être. Enfin, leur vie est absolument épouvantable. Ce sont des centaines de milliards d'animaux chaque année qui sont ainsi maltraités, et c'est la raison pour laquelle il dit aujourd'hui que c'est un crime énorme de l'histoire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans le fond, la situation a même empiré? Vous faites un parallèle peut-être contradictoire entre la prise de conscience dans certains milieux, en tout cas politisés, ou certains milieux occidentaux, peut-être au-delà d'ailleurs, vous nous le direz, et de l'autre côté, le nombre d'animaux massivement tués, assassinés chaque année? Mais oui, en tout cas, à l'échelle mondiale, certainement, les choses se sont empirées. Vous avez effectivement de plus en plus d'animaux qui sont élevés pour faire de la nourriture, notamment en Asie, puisque avec la prospérité de la Chine, qui en soi est une bonne chose, mais ça veut dire que les Chinois achètent de plus en plus de viande, et l'économie chinoise a construit ces énormes usines d'élevage industriel à plusieurs étages avec des millions de porcs qui sont élevés dans des conditions épouvantables. Donc à l'échelle mondiale, effectivement, la situation s'est dégradée en 50 ans. Je voudrais vous faire entendre, Peter Singer, une voix très très française, une figure de la protection des animaux. C'est une actrice, elle s'appelle Brigitte Bardot. Bien sûr, ça n'est pas tout à fait ma place d'être ici ce soir. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui me remplace. Mais comme personne n'est là, c'est moi qui suis là pour vous parler de cette horreur qui se passe encore actuellement. C'est-à-dire que les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. Exactement, qu'est-ce qui se passe comme au Moyen-Âge, Brigitte? Les animaux sont égorgés. C'est-à-dire que les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres, sont égorgés vivants. On leur coupe la gorge et le sang s'écoule, entraînant la mort. Ça dure quelquefois 3, 4 ou 5 minutes. Et pendant ces 3, 4 ou 5 minutes, la bête est vivante et souffre. Vous ne trouvez pas étrange que vous, Brigitte Bardot, vous occupiez de ces problèmes? Je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe. Brigitte Bardot en 1962. Et si j'ai souhaité vous faire entendre cet extrait, Peter Singer, c'est parce que, comme vous, avec ces mots, elle met la lumière et l'accent sur la souffrance animale. Or, la souffrance, c'est pour vous le point d'entrée pour établir un continuum, une égalité entre les humains et les animaux. Pourquoi cette variable prépondérante de la souffrance dans votre pensée? C'est une variable prépondérante, comme vous le dites, parce que si un être souffre, c'est quelque chose qu'il faut éviter. La souffrance est une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose en raison de l'être qui souffre ou parce que l'être qui souffre est humain. La souffrance est mauvaise parce que c'est de la souffrance, de même que nous rejetons l'idée que, la souffrance d'Européens est pire que celle des Africains. Pendant l'époque de l'esclavage, c'est ce qu'on se disait, c'est que la souffrance africaine apportait peu. Là, on a dépassé ce genre de racisme, mais enfin, il faut aller au-delà du spécisme maintenant, c'est-à-dire le fait d'être membre de l'espèce Homo sapiens ne vous donne pas des privilèges moraux dont aucun autre être vivant peut bénéficier. Ce serait une erreur. Ce qui frappe aussi dans le propos de Brigitte Bardot que l'on vient d'entendre, ce sont les animaux qu'elle cite, les animaux qu'elle prend pour exemple, le veau, le mouton, le chien. Pourquoi ces animaux-là en particulier? On a le sentiment que c'est plus facile de s'identifier à certains animaux, à leur souffrance, et que la compassion surgit plus aisément lorsqu'il s'agit de mammifères ou d'animaux que l'on croise dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est votre sentiment partagé, Peter Singer? Alors disons que ce qui se passe, c'est que lorsque l'on parle de mammifères, on comprend mieux leur ressenti, leur souffrance. Par exemple, si vous voulez faire du lait, eh bien, il faut que le veau soit arraché à sa mère et le veau cherche désespérément sa maman et la vache cherche son veau. Et si on faisait
ça entre une maman et son bébé, on remarquerait le problème tout de suite. Et le même problème se pose pour les non-mammifères. Par exemple, même les poissons souffrent. Et d'ailleurs, il y avait un documentaire il y a quelque temps sur les pieuvres et on a constaté que même les invertébrés peuvent souffrir. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont arrêté de manger ce genre de mollusques après avoir vu ce documentaire. Donc, tous les animaux peuvent souffrir. Vous le racontez d'ailleurs très bien dans le livre. Expliquez peut-être aux auditeurs de France Culture, Peter Singer, comment la recherche scientifique démontre que les animaux souffrent effectivement. Alors effectivement, il y a eu de gros progrès scientifiques depuis une cinquantaine d'années pour comprendre comment les animaux souffrent, mais ça remonte quand même à l'étude de Goodall sur Jane Goodall sur les chimpanzés, qui a remis en question, disons, l'idée toute faite que les animaux n'avaient pas d'émotions. Elle a montré que les chimpanzés, bien sûr, éprouvent des émotions, mais ce travail est allé bien au-delà pour toucher d'autres espèces d'animaux, et notamment les poissons ou les mollusques. Il y a un travail de recherche qui montre que les poissons éprouvent de la douleur, et selon les espèces, le simple fait d'être séparés de leur conjoint est une source de souffrance. Vous avez des poissons qui sont liés l'un à l'autre et qui passent leur vie ensemble, et s'ils sont séparés, ils en souffrent, et ils vont traverser des barrières protégés par un courant électrique pour retrouver leur deuxième moitié. Donc, on peut un peu comprendre un peu ce qui se passe chez les poissons à travers ce travail de recherche qui montre le lien très fort dans certaines espèces. Et dans le même temps, la recherche scientifique montre également que tous les animaux ne ressentent pas la douleur de la même façon, ne ressentent pas la douleur de la même intensité. Or, dans votre cadre philosophique, si la douleur, si la souffrance est la variable première prépondérante, est-ce à dire que tous les animaux ne sont pas égaux entre eux? Alors, ils sont égaux quand même dans la mesure où il faut peser, si vous voulez, pondérer de la même façon la souffrance ressentie. Mais alors, il est possible que certains animaux ont une moindre capacité à éprouver de la douleur. D'ailleurs, vous avez des êtres humains qui sont plus ou moins sensibles à la douleur. Mais même dans ces cas, alors évidemment, les intérêts ne sont pas égaux, mais le statut moral, lui, reste le même. L'importance de la douleur, même s'il y a moins de douleur, n'entre pas en ligne de compte. On pourrait dire, je n'ai qu'un petit mal de tête, donc c'est pas grave, donc je peux continuer à travailler, alors que si vous avez un gros mal de tête, une migraine, il faut aller s'allonger. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ressentent moins de douleur, alors peut-être qu'on y accorde moins d'importance que pour les espèces qui souffrent davantage. Ce qui est passionnant, Peter Singer, dans votre ouvrage, c'est que vous prenez des cas extrêmement concrets et qu'à partir de ces cas, vous établissez des dilemmes moraux et éthiques. Et parmi ceux-là, il y a sans doute l'expérimentation animale, c'est-à-dire les animaux utilisés comme cobayes de la science. Expliquez-nous en quoi cet enjeu-là, cet enjeu-ci, les animaux comme cobayes, sont pour vous un dilemme absolument fondateur dans votre pensée. Il y a un dilemme. Pourquoi? Parce que lorsque l'on mène des expériences sur des animaux pour essayer de comprendre certaines pathologies mentales comme la dépression ou le stress post-traumatique, on se dit, voilà, l'animal est un bon modèle de cet état humain, mais si l'animal peut être un modèle pour cet état psychologique, ça veut dire que l'animal lui-même peut éprouver les mêmes problèmes, être lui aussi déprimé ou éprouver ou subir le stress post-traumatique. Mais si tel est le cas, à ce moment-là, comment est-il acceptable de mener ces expériences si ces animaux eux-mêmes éprouvent ces douleurs, alors qu'il serait absolument anormal de mener les expériences sur un être humain?
Très concrètement, pour qu'on se rende compte des choses, pour qu'on puisse les mesurer à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, quelle est l'ampleur des souffrances induites par ce grand système scientifique et le fait de transformer les animaux en cobayes? Well, something like 200 million Je animals dirais are qu'il y a used in 200 experiments millions d'animaux each qui year sont chaque année worldwide. utilisés dans le And cadre although d'expériences not all of them are scientifiques. very Alors, painful, ces some of them expériences ne are. sont pas And toutes douloureuses, mais even in the certaines le European sont. Union, Et which même au sein de generally l'Union has européenne, qui stricter en principe a regulations des than, règles quand même plus say, the strictes, United States, certainly disons much stricter que than celles des China. États-Unis est certainement plus stricte que Even celle de there, la Chine, as I même là, described in même the dans book, l'Union I give européenne, some comme je le dis examples of dans European le livre, et experiments. il y a des There exemples que je is cite, a great même deal là, of vous pain and avez quand même stress, beaucoup including de douleurs, experiments on de traumatismes post-traumatic stress infligés disorder, which à ces animaux, notamment inflict pour le terrible traitement stress on du the stress animals. post-traumatique I qui, think par this is l'expérience, something fait souffrir we should ces stop. animaux. Bon, et This ça, should not c'est continue. quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, quelle est votre position morale, éthique sur le sujet? Quand faut-il permettre ces expérimentations? S'il faut les permettre? Et quand les animaux peuvent-ils être utilisés, instrumentalisés, tels des cobayes, là encore, s'ils peuvent l'être à un moment, Peter Singer? So my position is not an Écoutez, absolute one. moi, I je n'ai would pas une not position absolutely absolument prohibit all tranchée. Je ne dirais pas experiments qu'il on faut animals. interdire toutes But les I expériences think sur they les must be animaux, much mais more strictly elles doivent controlled. être encadrées de manière beaucoup plus Firstly, there must stricte. be no Tout d'abord, alternative to using the animal. il faut Secondly, y avoir the recours que s'il n'y a aucune autre stress or the solution de pain rechange. inflicted on the animal must Il be faut minimized. réduire au And thirdly, minimum most toute importantly, douleur it sur must be l'animal. to Et puis address surtout, ces conditions expériences ne doivent where être menées que pour there traiter is a great deal of des suffering and a high pathologies qui probability entraînent of de reducing fortes that douleurs suffering et qu'il y a moyen, by grâce à experiments l'expérience, de that do not réduire cause severe cette suffering to souffrance animals. sans provoquer pour So autant la souffrance that's aux why I animaux think that, eux-mêmes. Voilà, the ça, ce experiments seraient I les described limites que je are mettrais not à justified because l'expérience. they do cause Au-delà severe de suffering to cela, animals. l'expérience And n'est in pas fact, these justifiée parce qu'on fait psychological souffrir experiments indûment les on animaux et les expériences depression and scientifiques et post-traumatic stress psychologiques have sur not la dépression ou le produced stress good results for humans. post-traumatique They've n'ont been pas going on donné de for bons many résultats pour decades, les as êtres I humains. Ça describe fait in des the book. dizaines d'années que ça dure, sans aucun Nobody résultat can really probant, point to et some personne ne peut dire ah important voilà, ça en valait breakthrough la chose, that's la come from peine. animals. So Il y a I une think it would be percée much better scientifique. if we Donc à ce used moment-là, clinical autant studies se of servir patients who d'études cliniques sur les unfortunately have this patients eux-mêmes condition. qui souffrent And de of course, stress we ou can de now use dépression. things like Et puis AI maintenant, il to existe screen l'intelligence artificielle which drugs qui permet are de most voir likely to be quels helpful and médicaments which are sont not. plus susceptibles d'être We can utiles do other que things d'autres. like Il y a d'autres experiment choses que on l'on peut faire, cells des in expériences vitro, sur les tissues cellules in in vitro, I think les we need to tissus put more in effort into vitro. C'est developing these plutôt dans ce alternatives. sens-là qu'il faut aller. Une autre voix, Peter Singer, que j'aimerais vous faire entendre, celle d'un homme qui s'est frotté quotidiennement à la souffrance animale. Là, nous, on est dans la chaîne, on entend les animaux, mais à 50 mètres, crier. Hein. Et là, on se demande mais pourquoi la bête, elle gueule comme ça. Tous les 5 minutes, il y en a une qui gueule, quoi. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut n'importe quoi avec la bête. S'il ne veut pas avancer, on va la taper, on va lui mettre des coups de tige électriques. Et s'il avance trop, ils vont le mettre dans la tête, des coups électriques pour qu'il recule. Les animaux, ils savent qu'ils vont les tuer, ils le sentent. Ils sont sensibles, les animaux. Ils ont des sensations comme vous et moi. Ils sentent la peur, ils sentent l'amour, ils vont le sentir, l'animal. Au niveau physique et mental, c'est très, très, très... Bon, la preuve, je n'ai pas tenu, moi. J'ai pas tenu. Plus jamais je remettrai mes pieds dans un abattoir, quoi. Plus jamais, plus jamais, ni à Limoges, ni ailleurs. Même pour 20 000 € par mois, je ne viens pas dans un abattoir. Les Pieds sur Terre du 12 janvier 2017, un reportage signé Inès Léraud, Emmanuel Geoffroy à la réalisation. Peter Singer, comment est-ce que vous abordez cette question tout aussi fondamentale des humains qui travaillent auprès de la souffrance animale? Et là, on l'a entendu, de ce dilemme important qui se pose à eux nécessairement. Well, I think the ultimate way is to La seule façon, c'est de simplement fermer les abattoirs et se nourrir de végétaux et non pas d'animaux. Mais pour ceux qui travaillent, qui côtoient la souffrance au quotidien, c'est extrêmement difficile. Cela entraîne un stress psychologique terrible. D'ailleurs, quelquefois, vous avez ces travailleurs qui ensuite
se donnent à la violence conjugale. Enfin c'est stressant aussi bien pour les êtres humains. Mais bien entendu, la souffrance animale est là. Cela, disons, quand les gens qui sont au contact quotidien de cette souffrance, ils sont obligés quelquefois eux-mêmes d'infliger cette souffrance. Ça les endurcit de manière extrêmement négative. C'est la raison pour laquelle il faut remplacer tout le système. Et dans le même temps, Peter Singer, dans cet ouvrage intitulé La libération animale, vous les pointez du doigt en quelque sorte ces travailleurs parce que vous sans les traiter directement de collaborateurs, mais en substance, vous expliquez qu'ils font le travail, qu'ils participent directement à cette souffrance et que très souvent, ils ne se posent même pas la question des raisons qui les poussent à faire souffrir les animaux. Souvent, ce sont des ouvriers très mal payés, des migrants qui n'ont pas souvent le choix. Et donc, ils font le boulot. Mais ils se sentent néanmoins exploités. Ils se trouvent tout en bas de l'échelle de la hiérarchie humaine. Et les seuls qui sont en dessous d'eux, ce sont les animaux. Et donc, ils se défoulent sur ces animaux. Il y a des images d'abattoirs très choquantes. On voit des travailleurs, des ouvriers qui s'en prennent aux animaux. Ce n'est pas en tant qu'individu que je les interpelle, c'est le système lui-même qui doit être contesté. Vous avez des gens qui sont tellement frustrés qui s'en prennent aux animaux. Donc nous vivons dans un monde qui mérite d'être changé. Au lieu de manger ces animaux et qu'on considère comme des produits alimentaires. Merci beaucoup Peter Singer. On a encore énormément même de questions à aborder avec vous. On va poursuivre cette discussion à partir de 8h20. Je rappelle le titre de votre ouvrage phare et fondateur, La libération animale. Vous en faites paraître aux éditions Payot. Une édition définitive. À tout à l'heure. Suite de notre conversation avec le professeur de bioéthique à l'université de Princeton, Peter Singer, auteur de La libération animale qu'il vient de refaire paraître dans une édition définitive aux éditions Payot. Et je voulais reprendre cette conversation, Peter Singer, en citant de nouveau Yuval Noah Harari. Les animaux sont les principales victimes de l'histoire. Expliquez-nous comment et pourquoi. Eh bien, les animaux sont les principales victimes de l'histoire parce que dans toute l'histoire de l'humanité, et Harari traverse en quelque sorte l'histoire de notre espèce, l'espèce humaine, nous avons toujours utilisé, exploité les animaux non humains comme des objets à utiliser un petit peu de la même façon dont nous avons esclavagisé certains peuples. Mais l'ampleur de ce que l'on fait aux animaux est bien plus large. Chaque jour, nous élevons et nous tuons 200 milliards d'animaux chaque année. Et le chiffre est astronomique, il est à peu près inconcevable, mais chacun de ces êtres vivants sont sentients. Ils ressentent de la douleur, ils souffrent, et on leur inflige ce traitement alors que ça n'est pas nécessaire. On en fait des marchandises, des objets. Alors que notre seul souci, c'est simplement de les produire le moins cher possible en les privant de toute vie, finalement, la façon dont on les entasse et on les tue. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes, aux groupes qui expliquent que les animaux se tuent entre eux, que les animaux s'entretuent même au sein de la nature ou dans les espaces sauvages? Au fond, comment est-ce que vous abordez philosophiquement, éthiquement la question de la prédation? Sur un plan philosophique, il ne faut pas simplement tirer nos enseignements éthiques du comportement des animaux dans la nature. C'est certain que des animaux s'entretuent et vous avez dans certaines espèces les mâles qui violent les femelles. Ça ne devrait pas être un exemple à suivre. Mais nous ne sommes pas la même chose que les animaux, j'ai jamais dit ça. Nous avons la capacité de faire des choix, nous sommes des agents moraux et donc il nous faut penser par nous-mêmes, il nous faut décider de nos choix. Le lion ne réfléchit pas à la question de savoir s'il doit ou non manger une carotte ou une gazelle, il n'a pas le choix. Mais nous avons le choix.
nous avons des solutions de rechange et c'est ce qui nous oblige à prendre ces décisions. Un autre argument que l'on entend, qu'on lit énormément à l'encontre justement de la libération animale ou plus généralement même de l'antispécisme, c'est que ce courant de pensée, le vôtre, Peter Singer, s'opposerait à l'humanisme parce qu'il déplacerait au fond la réflexion du côté des animaux, qu'il amoindrirait la compassion que l'on pourrait avoir pour les autres êtres humains. Là encore, qu'est-ce que vous répondez sur le fond? Est-ce que la pensée animalisme, est-ce que l'antispécisme s'oppose concrètement à l'humanisme? Moi, je dirais que ma ligne de pensée, c'est le sentientisme qui touche tous les êtres sentients, c'est-à-dire ceux qui sont en mesure d'éprouver douleur ou plaisir, tristesse ou joie, et cela inclut bien entendu les êtres humains. Cela ne se focalise pas uniquement sur les êtres humains. C'est mon objection à l'humanisme, c'est-à-dire que si l'on ne s'intéresse qu'aux êtres humains, dans ce cas-là, c'est une forme de spécisme. Et sur le plan moral, ça ne vaut pas mieux que de se focaliser uniquement sur sa propre race ou son propre groupe ethnique ou sur son propre genre. Donc non, il faut inclure tous les animaux, tous les êtres sentients, si nous voulons pouvoir défendre nos positions en disant, voilà, notre souci va jusque-là. Si l'on ne ressent plus rien, là, effectivement, on ne peut pas imposer un statut moral. Donc, tirons le fil justement de ce que vous venez de décrire, ce continuum entre les êtres sentients, donc entre les êtres qui ressentent de la douleur, donc ce continuum parfait, si je puis dire, entre les animaux d'un côté et les humains de l'autre. Il y a eu une polémique il y a plusieurs années, je sais que vous n'aimez pas en reparler, mais pourtant il faut tirer ce fil. Il faudrait, selon vous, reconsidérer la différence que l'on établit fondamentalement entre un jeune enfant, un bébé qui serait très 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 lourdement handicapé et un chimpanzé. Pour vous, la valeur de la vie du premier n'a pas nécessairement plus de valeur que celle de la seconde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position à ce sujet? Alors, il faut être clair, je ne parle pas de handicap. Là, je parlais de handicap grave, de situation où vous aurez un enfant qui serait susceptible de mourir très tôt ou qui n'a pas de conscience du tout. Alors là, ce sont des cas extrêmes et dans ces cas-là, les parents devraient être en mesure de faire des choix. Ce qui vaut mieux pour leur enfant et pour la famille. Et vaut-il mieux que l'enfant continue à survivre ou non? Et en France d'ailleurs, ailleurs, dans certains hôpitaux, les médecins autorisent les familles à prendre ces décisions, même à couper le cordon, pour ainsi dire. Et donc, si un enfant a besoin d'un ventilateur pour respirer, eh bien, les parents auront le choix, la possibilité de déconnecter la machine, ce qui entraînera la mort de l'enfant. Alors, quant à savoir la question de savoir si l'enfant a besoin de cette machine pour vivre ne se pose pas. La question est, c'est la gravité de son handicap. Quel type de vie l'enfant peut espérer avoir? Est-ce que les parents peuvent avoir le choix de mettre un terme à la vie de l'enfant en déconnectant la machine ou en lui injectant une potion létale? C'est pas ça la question. La vraie question, c'est de savoir ce que sont les réelles perspectives de cet enfant. La vraie question, je ne sais pas, mais en tout cas, ma question n'était pas celle-ci. Ma question ne portait pas sur si le fait de donner ou non la mort à cet enfant, mais plus encore, faut-il établir une hiérarchie entre la vie de cet enfant inconscient, très lourdement handicapé, extrêmement malade d'un côté, et la vie d'un animal? C'est cette hiérarchie-là qui avait fait polémique et que vous aviez établie. Alors là, effectivement, je vous rejoins. Il ne faut pas privilégier l'enfant en disant que sa vie est sacro-sainte simplement parce que c'est un être humain. À mon sens, ce critère ne tient pas. Ce que je disais, c'est que le spécisme, qui a finalement la même logique que le racisme ou le sexisme, dit que si nous voulons faire des distinctions, en fait, nous devrions nous intéresser à la qualité de vie de l'être
l'être, et si le chimpanzé a de meilleures capacités de vie qu'un être humain très handicapé, la préférence devrait aller au chimpanzé. Ce qui est peut-être difficile à comprendre, en tout cas ce que j'ai du mal personnellement à comprendre, Peter Singer, c'est que d'un côté, vous établissez une singularité humaine, vous dites qu'on est doté de langage, vous expliquez qu'au fond, notre supériorité, le fait qu'on soit au-dessus de la mêlée animale, c'est que l'on soit doté également d'une morale, ce qui implique une responsabilité forte à leur égard. Et d'un autre, vous niez cette singularité en créant ce continuum lié à la souffrance et en permettant des hiérarchies inversées, même entre les chimpanzés et les enfants extrêmement malades ou inconscients. Comment est-ce que vous tentez de résoudre peut-être cette contradiction apparente que je mets en lumière ici? Ça n'est pas une contradiction parce que cette singularité que vous évoquez, c'est la capacité de certains membres de notre espèce, et là je vous rejoins, un adulte, disons, normal entre guillemets, pas des petits-enfants, les adultes ont des capacités que les chimpanzés n'ont pas. Mais lorsque nous parlons de bébés lourdement handicapés, ils n'ont pas cette capacité que les chimpanzés n'ont pas non plus. Il se peut qu'ils meurent très prématurément ou que s'ils survivent, ils n'aient jamais les capacités cognitives qui dépasseraient celles d'un chimpanzé. Donc lorsqu'on parle des décisions à prendre dans ce cas de figure, il faut regarder le cas qui se présente. On ne va pas dire voilà, cet enfant appartient à une certaine espèce dont certains membres sont doués de certaines qualités que les chimpanzés n'ont pas. Non, la question se pose, hic et nunc, cet enfant-là devant nous, et c'est là qu'on prend la décision. Je voudrais vous citer, Pierre Singer, un autre philosophe américain, il s'appelle Tom Regan, et il est l'auteur du classique, très classique, Les droits des animaux, et il dit « La philosophie écologiste ne prend pas au sérieux les individus animaux, ce qui lui importe, c'est une sorte de tout mal défini qu'elle nomme la communauté biotique ou l'écosystème ou autrement ». Fin de citation. Est-ce que vous-même, vous voyez une contradiction, une opposition même entre la pensée écologiste d'une part et les mouvements de libération animale d'autre part? Disons qu'il y a des tensions entre ces mouvements écologistes et les mouvements de libération animale. Sur bien des plans, nous sommes quand même alignés et nous travaillons ensemble pour protéger la nature, pour protéger les animaux. Mais il y aura, alors moi je suis australien d'origine, et en Australie, les Européens ont amené le lapin en Australie qui s'est multiplié de manière, disons, telle que ça devient une vraie menace pour les marsupiaux. Donc les écologistes disent il faut tuer les lapins et je comprends qu'il faut faire quelque chose pour limiter la population de ces lapins, mais il faudrait le faire de la façon, disons, la plus humaine possible, peut-être en limitant la population plutôt qu'en allant empoisonner ces pauvres animaux ou en créant artificiellement des maladies très douloureuses pour ces mêmes animaux. Donc il y a des points de désaccord, mais dans l'ensemble, je pense que nous sommes quand même nous allons dans le même sens. Un argument que l'on retrouve énormément, Peter Singer, dans la littérature scientifique, dans le champ militant par ailleurs, c'est l'idée que notre sauvagerie à l'égard des animaux serait le fruit du capitalisme et des excès du capitalisme. Et je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là, que vous avez tendance à la critiquer. Expliquez-nous là encore pourquoi. Comme le dit Harari dans la préface de mon livre, notre maltraitance des animaux remonte à bien avant le capitalisme. On la retrouve à l'époque ancienne très reculée. Si vous lisez le roman L'âne d'or d'Apulée du IIe siècle avant notre ère, il parle de la vie de l'âne et
et montre à quel point cet animal était maltraité. Ça, c'était pourtant bien avant, ça a antédaté le capitalisme. Mais ce que fait le capitalisme, c'est d'amplifier, disons, l'effet néfaste que nous avons sur les animaux et la nature en général, dans la mesure où celle-ci nous donne des pouvoirs extrêmes. Et donc le capitalisme a créé ces énormes usines et les pressions du marché sont telles qu'il faut produire cette marchandise qui est devenue l'animal de la façon la plus économique possible. Et donc évidemment, cela empire les choses, mais ça n'est pas là la racine du problème. Le problème de la maltraitance remonte bien avant le capitalisme. La force de votre livre, l'intérêt aussi, Peter Singer, de la libération animale qui reparaît dans une édition définitive aux éditions Payot, c'est que vous vous adressez directement aussi aux militants, à celles et ceux qui voudraient agir et convaincre que la libération animale est un sujet digne d'intérêt d'abord et surtout qu'il faut s'y engager pleinement et entièrement. Quelle est selon vous la meilleure stratégie pour convaincre? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des arguments qui existent dans le champ de la santé? Manger trop de viande bovine ou trop de viande rouge, trop de viande transformée, ce serait mauvais pour la santé. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des arguments climatiques? Manger de la viande, ça pollue. Est-ce qu'il vaut mieux même, comme vous le faites depuis des décennies maintenant, utiliser un argumentaire d'ordre moral et éthique? Qu'est-ce qui est concrètement le plus efficace? Écoutez, les arguments fonctionnent plus ou moins bien sur différentes personnes. Moi-même, je pourrais utiliser tous ces arguments. L'argument moral sur le traitement des animaux, c'est ce qui m'a effectivement intéressé à la question, mais ces notions de problème de changement climatique, c'est également une question morale, puisque c'est une mauvaise chose d'endommager la planète, parce que c'est une menace pour les futures génération, même pour la jeunesse d'aujourd'hui. Donc là encore, c'est un argument qui est lui aussi moral, l'argument climatique. Et puis, l'argument de la santé également tient la route, puisque évidemment, on mange trop de produits animaux. Je pense également au beurre, au fromage, pas qu'à la viande. Ça aussi, c'est mauvais pour la santé. Et ça aussi, c'est pertinent, au moins réduire cette consommation au minimum. Donc, moi, je suis prêt à employer tous ces arguments, mais mon expertise, c'est quand même la philosophie. Donc, moi, je mets l'accent sur l'argument moral. Quid des arguments émotionnels, si cette expression a un sens? Quid, au fond, de toutes ces campagnes qui font appel à l'émotion, qui tentent de créer une identification entre l'humain et l'animal, entre le petit chien apeuré et notre regard, celui qu'on croise dans le métro? L'argument émotionnel a également sa place. On ne va pas exclure les émotions, les sentiments. Mais le problème dans ces arguments-là, c'est qu'on met l'accent sur les animaux qui nous attirent le plus, les chats domestiques, les chiens domestiques, alors que la plupart de la maltraitance, la souffrance ne concerne pas les chiens ou les chats. Ce sont les porcs, les poulets, les poissons où il n'y a pas d'attachement émotionnel. Et donc, il faut quand même présenter les choses de manière factuelle et voir dans quelle mesure on peut élargir cette empathie pour passer des chats et des chiens pour passer aux porcs, aux poissons, parce qu'eux aussi, ce sont des êtres qui souffrent et qui ont leur propre personnalité. On le disait, même on l'a dit à plusieurs reprises, la libération animale, votre ouvrage fondateur apparu pour la première fois il y a près d'un demi-siècle maintenant. Comment ont évolué depuis lors les Animal Studies, ce champ de la recherche qui s'intéresse à la condition animale, à la libération animale? Comment est-ce que ce champ-là a évolué, notamment aux États-Unis? Alors disons qu'on s'intéresse beaucoup plus dans les milieux universitaires aux études sur les animaux, à l'éthique animale, et ça je trouve que c'est une bonne chose, bien sûr. Et puis il y a beaucoup plus d'activités qu'avant, c'est-à-dire que disons qu'il y a également une action que j'appellerais politique, et je ne peux que saluer l'évolution qu'on constate ici dans l'Union européenne. Il y a ce mois encore, la Belgique a considéré que les animaux sont des êtres sentients. Ceci a été intégré dans la Constitution belge. C'est quand même un grand pas en avant. Ça veut dire que les lois doivent tenir compte des intérêts des animaux, et j'espère que d'autres pays suivront cet exemple. Pour ce qui est des États-Unis et pour
pour répondre à votre question, disons que l'évolution a été, ça varie. C'est-à-dire que dans les États où il peut y avoir des référendums d'origine populaire, comme en Californie, là, on peut notamment donner des droits aux animaux. Mais dans les États fédérés où il n'y a pas les référendums, c'est le lobby agricole qui est tellement puissant qu'on ne peut pas promulguer de loi au niveau national pour réguler le bien-être animal dans les élevages, et dans certains États, la situation est déplorable. À quoi s'intéressent très concrètement vos étudiants, Peter Singer? Est-ce qu'ils vont mener des recherches auprès d'animaux auxquels on ne pensait pas auparavant? Est-ce qu'ils ouvrent des questions auxquelles vous-même, vous n'aviez pas songé il y a 10, 40, 50 ans? Mes étudiants, en tout cas à Princeton, disons, s'intéressent beaucoup à la question animale, et vous en avez un certain nombre qui ont arrêté de consommer de la viande après avoir suivi mes cours. En tout cas, il y a une question qui les interpelle beaucoup, c'est la notion d'une intelligence artificielle consciente. Quelle serait la situation si nous avions une intelligence artificielle qui pouvait nous prouver qu'elle était consciente? Ça, c'est une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé il y a 50 ans. Donc oui, il y a de nouvelles frontières qui apparaissent. Il faut lire La Libération animale, signé Peter Singer, dans son édition définitive qui vient de paraître aux éditions Payot. J'ai appris énormément de choses et ce sujet m'a passionné. Merci beaucoup de cette discussion ce matin au micro de France Culture, et un grand merci chaleureux également à Robert Wolfenstein qui a assuré l'interprétation de cette discussion. Et on finit évidemment en musique avec Camille Saint-Saëns.